Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle fois la guerre en Ukraine. Quelle conclusion peut-on en tirer après un mois d'opération militaire? On va essayer d'aller au-delà des apparences et de partir uniquement, de se baser uniquement sur les faits. Alors, force est de constater qu'on pourrait définir trois interlocuteurs principaux dans ce dossier. Les deux interlocuteurs principaux, immédiats, ce sont les Russes et les Ukrainiens. Et dans ces deux interlocuteurs principaux, on pourrait même dire qu'il y a des sous-interlocuteurs. On a vite fait de simplifier les choses en opposant Poutine à Zelensky. Poutine, le monarque absolu moscovite, et Zelensky, le trublion résistant, le De Gaulle ukrainien, comme on a pu le résumer sur certaines chaînes d'actu en continu. Le troisième interlocuteur, c'est le monde occidental. Un monde occidental qui, lui, est hyper simplifié parce que, au final, qu'avons-nous? On a un chef d'orchestre américain et autour de ce chef d'orchestre, nous avons la quantité de pays occidentaux, plus ou moins membres de l'OTAN, plus ou moins membres d'alliances militaires diverses et variées. Ce camp ne parle que d'une seule voix. Et là, je dirais que finalement, au bout d'un mois d'opération militaire sur le terrain, j'en arrive tout doucement à me dire que finalement, est-ce que l'attitude américaine, ce consensus occidental, finalement, n'est-il pas plus inquiétant que le reste? Je veux dire par là que, une fois de plus, l'Europe, ou plus exactement les Européens, nous avons perdu complètement l'opportunité de nous distinguer comme une nouvelle force sur la scène internationale. Alors déjà, avant cette guerre, on pesait pas lourd entre les Américains et les Chinois. Alors là, maintenant, depuis la guerre en Ukraine, c'est encore plus catastrophique. On s'est laissé complètement, enfin, nos politiciens se sont laissés complètement lobotomiser par la diplomatie américaine, par les déclarations va-t-en-guerre de Joe Biden. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ce qui est bon pour les intérêts américains, ce qui est bon pour la géopolitique américaine, n'est pas valable pour le reste du monde. Et ça, c'est une constante. On n'a pas attendu la guerre en Ukraine en 2022 pour s'en rendre compte. Il suffit d'analyser toutes les situations diplomatiques internationales sur les 70 dernières années. À chaque fois que les Américains sont intervenus quelque part, ça a été un carnage. Et là, rebelote. Ça va tellement loin, regardez. Les Allemands devaient remplacer leur flotte d'avions de chasse. Qu'ont-ils fait? Ils ont sollicité les fabricants européens? Ils ont été passés commande chez le meilleur d'entre eux, Dassault? Les Allemands ont-ils remplacé leurs vieux jets par des nouveaux Rafales flambant neufs? Pas du tout. Ils ont été se fournir en passant commande chez les Américains. Que voulez-vous ajouter de plus à ce fait qui parle de lui-même? Donc, encore une fois, on a une situation que l'on aurait pu s'approprier
que l'on aurait pu traiter de manière différenciée, bah non, on se laisse bouffer, j'ai envie de dire, on se laisse bouffer la laine sur le dos par les Américains. Ceci dit, en passant, comment les Américains réagiraient-ils si Poutine avait installé des missiles ou toute une batterie de défense au Mexique? Vous avez 4 heures pour répondre à cette question. Je ramasse les copies. Bon, blague à part. Vous voyez un petit peu dans quelle situation on se trouve? C'est-à-dire que nos politiciens n'arrêtent pas de parler de l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et au final, ça finit quoi? Ça finit comment? Ça finit dans les couloirs feutrés de Washington et on se laisse dicter notre feuille de route par les Américains. Alors vous me direz, oui, mais la Chine dans cette histoire, bah, la Chine dans cette histoire, la Chine, comme tous les autres interlocuteurs, elle joue son propre rôle, elle joue son propre jeu. C'est une stratégie particulière qui n'est pas aussi limpide qu'il y paraît, mais je vous rappelle, même la stratégie de Poutine n'est pas aussi limpide qu'il n'y paraît. Il n'est pas exclu de croire qu'il a voulu frapper un grand coup et faire le ménage dans les forces armées ukrainienne, pour bien montrer qui c'est le boss dans cette partie de l'Europe, de cette Europe-là. Ça lui a permis aussi de montrer que dans son arsenal, il avait à disposition un certain nombre de nouvelles armes, les fameux missiles hypersoniques, bon, et qu'il pouvait s'en servir quand bon lui semblerait. Alors maintenant, est-ce que ça va encore durer? Bah, on n'en sait rien. Moi, ce que je constate, c'est que oui, on n'a aucun intérêt, nous les Européens surtout, on n'a aucun intérêt à ce que cette guerre se poursuive. Parce que les sanctions que les Occidentaux ont mises en place contre le régime russe, à l'imitation des sanctions décrétées par les Américains, bah, finalement, elles risquent plus de nous mettre à genoux de notre côté de frontière plutôt que du côté des Russes. Encore une fois, on s'est laissé berner par les choix diplomatiques américains. Aucun de nos dirigeants n'a eu la force de caractère d'entamer une réflexion et de se demander, au final, qu'est-ce qui était préférable pour les intérêts européens. Donc, encore une fois, nos politiciens sont pris sur le fait, la main dans le sac, à faire de la philosophie avant de faire de la réelle politique. Et c'est ça qui est inquiétant, vous voyez, parce que il semblerait que on découvre, pantois, que au final, la guerre froide, peut-être qu'elle n'a jamais vraiment fini. Peut-être que cette guerre froide n'est pas morte en 1991. Elle s'est atténuée à tel point qu'on a fini par l'oublier. Mais au final, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est le retour en force de la guerre froide dans ce qu'elle a de plus moche. Et j'ai presque envie de dire, c'est même pire que ce que nos parents ou nos grands-parents ont connu. Parce que, regardez, dans les années 1960, la guerre froide battait son plein. Mais en France, par exemple, nous avions de grands esprits, nous avions notamment des super éditorialistes, à l'image de Raymond Aron, des gens qui décortiquaient, qui pesaient le pour et le contre, et qui ajoutaient un petit peu de raison pour tempérer les élucubrations des va-t-en-guerre ou des philosophes politiciens. Aujourd'hui, on a qui? Vous n'allez pas me dire que cet empaffé de BHL, c'est tout ce qui nous reste. C'est quand même pas lui la voix de la conscience de notre Occident. Eh oh, on va où là?
Je vais pas m'étendre un petit peu plus parce que je risque de m'énerver et on n'a pas besoin de ça. Donc, je vous laisse à ces pensées et puis on garde le contact. Euh, on essaye de rester positif. On reste vigilant. Et n'oubliez pas, ayez toujours une ou deux sources différentes d'informations pour éviter de devenir vous-même un mouton. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à poursuivre votre quête d'information. Si vous voulez approfondir ces sujets, faites référence à mes différents ouvrages. À très bientôt.